Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très importante dans laquelle nous allons faire un gros point macroéconomique et fondamental sur la situation aux États-Unis et en Europe, comprendre un petit peu le contexte, les enjeux, mais surtout les conséquences et l'impact que cela va avoir sur les différents marchés financiers. Donc une vidéo un petit peu différente que d'habitude, en tout cas dans la première partie, puisque évidemment dans un second temps on rentrera en détail sur la situation des différents marchés financiers pour préparer au mieux la journée et la deuxième partie de semaine. Donc voilà un petit peu le programme de cette vidéo. J'espère que cela vous plaira. N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner et surtout à rejoindre le serveur Discord. Le lien est dans la description. Allez, c'est parti. On va pouvoir commencer tout de suite. Alors, dans un premier temps, on va s'intéresser à la situation aux États-Unis. Et je commence tout de suite avec un premier graphe que vous voyez à l'écran, qui est tout simplement l'indicateur de crash Warren Buffett. Cet indicateur, actuellement, il sonne de nouveau la sonnette d'alarme suite à la survalorisation en fait, qu'on a eu des actions cette année et notamment sur la fin d'année 2022. En effet, le marché actions, leur valorisation, elle dépasse désormais celle du PIB intérieur brut, enfin du produit intérieur brut mondial, vous vous rendez compte? Et du coup, ça veut clairement dire qu'on a une situation qui est préoccupante, mais vraiment préoccupante. Donc déjà, de ce premier abord, on a un déséquilibre qui s'est créé côté américain qui va poser un certain nombre de problèmes, notamment sur le marché action. Ça, c'est déjà une première chose sur laquelle je voulais appuyer. Ensuite, ça me permet de faire le lien directement avec un autre signal d'alarme. En effet, tous les indicateurs avancés de l'économie américaine sont en train de se dénigrer à des niveaux qui ont systématiquement précédé une récession au cours des 60 dernières années. Malgré cette observation, on a une opinion générale qui montre que voilà, l'inquiétude n'est clairement pas assez présente. En tout cas, on met trop de côté pour le moment cette menace de récession, mais il faut savoir que tous les indicateurs sont au rouge aux États-Unis actuellement. Et ça, c'est une situation qui devrait être beaucoup plus préoccupante, parce qu'on le verra tout à l'heure. Qui dit récession dit des pertes de valeur sur certains marchés, je pense au marché actions, je pense au marché indice notamment, qui seront très importantes et qui pourront mettre en difficulté un certain nombre d'actifs et potentiellement aussi d'entreprises. Ensuite, du côté américain, on va désormais regarder ce qui se passe du côté de la confiance des consommateurs. Et là, c'est quelque chose qui nous a touché directement hier après-midi, puisqu'on a eu les résultats justement de cette confiance des consommateurs hier, et on a vu que cette confiance se relançait. C'est-à-dire que on a des Américains qui sont prêts à redépenser de l'argent dans l'économie, et donc c'est quelque chose qui va poser problème, puisque potentiellement c'est quelque chose qui va pouvoir relancer l'inflation. Et donc encourager la Fed de nouveau à rehausser ses taux d'intérêt directeurs au mois de juillet prochain et potentiellement lors des prochains FOMC qui auront lieu au mois de septembre, au mois de novembre et au mois de décembre pour citer les derniers de l'année 2023. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez problématique aussi, le fait que au-delà de la menace de récession dont on a parlé avant, on a en plus de ça des indicateurs qui montrent une potentielle continuation de l'inflation. Ok, alors là, je ne vous montre pas tous les résultats. On pourrait regarder aussi les résultats qu'on a eu ces dernières semaines du côté de l'activité économique. Je pense notamment au PMI. On observe un ralentissement économique aux États-Unis, donc une menace de récession qui grandit, mais en gardant tout de même certains indicateurs d'inflation qui restent élevés. On en parlera après. Je pense notamment au marché du travail. D'accord? Donc ça, c'est très important de le comprendre. Justement, j'en viens justement à ce fameux marché du travail. Vous le savez, c'est quelque chose dont Jérôme Powell a énormément parlé ces dernières semaines. Il a vraiment appuyé le fait que c'était un secteur qui était surveillé attentivement par la Fed pour justement leur prise de décision au niveau des taux d'intérêt directeurs. Donc là, clairement, le marché de l'emploi aux États-Unis, il présente des signes certes de ralentissement, qui se traduisent notamment par une augmentation des demandes d'indemnisation au chômage et une diminution des chiffres des démissions. Et du coup, les mesures de resserrement de la Fed, elles commencent enfin à avoir des répercussions sur l'économie. Mais c'est pas suffisant en fait, parce qu'on garde un déséquilibre trop important encore aujourd'hui entre l'offre et la demande. Et donc, on garde encore un marché de l'emploi, un marché du travail aux États-Unis qui est sous tension. Et si on n'arrive pas à avoir, comme l'a dit Jérôme Powell, une détente sur ce marché du travail, ben ça va compliquer encore davantage la situation. Alors, maintenant, je vais en venir au marché immobilier, d'accord? On le sait, donc il y a eu le marché du travail, il y a le marché du travail qui est très
surveillé par la Fed justement. Et il y a le secteur de l'immobilier, d'ailleurs, qui nous a aussi directement touché hier après-midi, puisqu'on a eu un certain nombre de résultats à ce sujet-là. Et d'ailleurs, on en aura d'autres le reste de la semaine. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que dernièrement, Powell, ce qu'il a dit, c'est le marché immobilier résidentiel aux États-Unis, il a atteint une certaine stabilité, mais pas suffisante, là encore. Et il est très important de noter que la progression, donc significative qu'on a des prix observés après la période du Covid là qu'on a eu ces dernières années, elle pourrait nécessiter une période de normalisation qui serait relativement longue. Ok ? Donc, en plus de ça, il faut noter que sur le marché immobilier, on a aussi des déséquilibres notables entre les permis de construire, entre les ventes de logements neufs, entre les ventes de logements existants, etc. etc. C'est d'ailleurs ce qu'on a pu voir hier après-midi. Donc, un des problèmes principaux aux États-Unis, c'est qu'on construit des maisons, mais on ne les vend pas forcément. Donc, en fait, on va se retrouver avec un parc immobilier qui va être vide, sachant qu'en plus de ça, aujourd'hui, aux États-Unis, les défauts de paiement sont en train d'augmenter. Donc, on a des maisons vides, des gens qui ne remboursent pas leur crédit, des gens qui ne payent pas leur loyer, et donc on va avoir tout un système immobilier américain qui va être en grosse difficulté, sans parler évidemment des CDS qui sont dans un état déplorable, peut-être même pire que ce qu'on a pu avoir en 2008. Donc la situation est quand même relativement préoccupante selon moi aux États-Unis. Si on fait un petit résumé, on a une récession qui s'approche de plus en plus, en tout cas des signaux d'alerte de récession qui s'approchent de plus en plus, on l'a vu tout à l'heure, avec l'indicateur de Warren Buffett de crash, avec les différents secteurs économiques en difficulté. On a un ralentissement économique net, quand on observe les PMI de services, les PMI manufacturiers, du coup, qui alimentent cette menace de récession. Mais d'un autre côté, on a certains chiffres, certaines données qui restent inflationnistes. Et ça, c'est assez étonnant. On l'a vu notamment hier après-midi. Ok ? Hier après-midi, on a eu une confiance des consommateurs, justement, je vous le disais, qui est repartie vers le haut. Ok ? Et cette confiance des consommateurs, eh ben, en fait, elle montre que les gens sont prêts à redépenser dans l'économie, à réinvestir de l'argent, à reconsommer tout simplement. Et cette consommation, cette relance de la consommation pourrait entraîner une relance de l'inflation qui, comme je vous le disais, pourrait entraîner de nouvelles hausses des taux d'intérêt directeurs et donc des replis plus importants encore sur les marchés financiers. Donc la situation aux États-Unis est très tendue et à surveiller très particulièrement. Et le pire, ça me permet de faire la transition, c'est que cette situation déteint sur la situation en Europe. Alors, pourquoi je vous fais ce point-là aussi cette semaine? Parce que justement, cette semaine, on a beaucoup de discours de Jérôme Powell et de Christine Lagarde. Donc ça va nous permettre aussi, au-delà de cette vidéo, d'alimenter un petit peu les sujets qu'on évoque aujourd'hui. Alors, en Europe, la situation, c'est sensiblement la même. Sauf qu'on a un petit train de retard sur les États-Unis. C'est-à-dire que nous, on n'a pas encore atteint, ou alors on vient de l'atteindre, notre pic inflationniste. On vient d'atteindre notre pic d'inflation. Et donc, nous, la Banque Centrale Européenne, elle continue d'augmenter ses taux d'intérêt directeurs. C'est ce qu'elle a fait la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, et c'est ce qu'elle a prévu de faire, notamment au mois de juillet. Ça, c'est ce qu'a dit Christine Lagarde hier, où elle a eu un discours qui est resté clairement hawkish, avec une politique monétaire stricte, qui allait continuer à être mise en place dans les prochaines semaines. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut noter de très très important, c'est que elle, la BCE, pour le moment, n'a pas prévu de ralentir sa hausse des taux d'intérêt directeurs. Et, en plus de ça, on l'observe aussi en Europe, c'est un ralentissement économique. Et ça, on l'observe notamment du côté de l'Allemagne. L'Allemagne, qui est censée normalement être un petit peu le moteur, la locomotive de l'Europe, se retrouve aujourd'hui être en position de boulet, en fait, de l'Europe. L'Allemagne est clairement l'homme malade de l'Europe. Et elle représente actuellement un réel défi économique en Europe. Okay. Contrairement aux autres grosses économies européennes, l'Allemagne, elle n'a pas encore réatteint ses niveaux pré-Covid, pré-Corona. Même l'Espagne, qui est pourtant pas un pays ultra moteur en Europe, a réussi à dépasser l'Allemagne dans ce contexte. Donc au niveau européen, on observe aussi des tensions qui sont en train de se créer de ce point de vue-là, avec une inflation qui reste très forte, des taux d'intérêt qui vont continuer de monter, mais en même temps, un ralentissement économique dans certains secteurs et une menace de récession qui là aussi va grandir. De toute façon, c'est logique. Dites-vous qu'une hausse prolongée et forte des taux d'intérêt directeurs emmène très très souvent dans une récession par la suite. Donc là, clairement, sur les marchés financiers américains et européens, il va falloir être très attentif et c'est justement ce à quoi je vais venir. Mais vous comprenez déjà un petit peu maintenant la situation dans laquelle on est et la complexité de la situation actuelle. Alors justement,
Eh bien, c'est l'une des raisons pour laquelle on est principalement sur les indices boursiers américains et européens, dans le département trading chez Blockchain Capital, dans du short sur ces positions, sur ces actifs-là. Alors, pas sur le S&P 500, parce qu'on considère que le S&P 500 est rentré dans un territoire de bull market, après plus 20% depuis ses plus bas du mois d'octobre, après une résistance intermédiaire des 4160 points qui a été breakout, on considère que S&P 500 est fort. En plus de ça, il est porté par le secteur de la tech et notamment de l'intelligence artificielle. On l'avait vu avec un graphe que je vous avais partagé il y a quelques semaines maintenant, où je vous montrais justement le fait que si on enlève en fait les performances d'NVIDIA, par exemple d'NVIDIA, aux performances du S&P 500, bah, c'est plus du tout les mêmes. Je vais essayer de vous le retrouver. Où est-ce que je vous l'avais mis, ce graphe-là? Je ne vais plus l'avoir sous la main. L'avoir sous la main, mais c'était très intéressant de voir le fait que voilà, si on enlève les performances de la tech au S&P 500, les performances ne sont plus du tout les mêmes. Bref, ce S&P 500, pour le moment, il est plutôt intéressant. Mais il faut comprendre que dans l'optique d'une potentielle récession, il faut savoir que le S&P 500, il perdrait énormément de valeur. Si vous regardez sur du weekly, sur du monthly, les performances du S&P 500 lors des précédentes récessions, il a pris très cher. Alors, je ne vais pas parler de celle de 2020, Corona, parce que c'est un petit peu particulier, mais regardez un petit peu si on regarde la récession début d'année 2000 et celle de 2008. Si on compare un petit peu avec la zone actuelle, actuellement sur le S&P 500, on est à peu près dans ces zones rouges. Donc, on peut considérer qu'en cas de récession, on pourrait observer des performances d'encore moins 30, voire moins 40% sur le S&P 500 dans les prochains mois. Donc ça, il va falloir être très très attentif là-dessus. Et c'est pour ça que sur les autres indices américains, et je pense notamment au Nasdaq et au Dow Jones, on a d'ores et déjà pris des positions en short, on a déjà pris des positions de retournement, parce qu'on considère qu'actuellement on est arrivé sur des niveaux très importants, on est arrivé sur des grosses résistances, et que du fait du ralentissement économique actuel, du fait de probablement une hype autour de l'intelligence artificielle qui va commencer à s'amenuire, et ben on va avoir des retournements assez importants sur les indices boursiers américains. Alors attention, ça ne veut pas dire que ça va se faire maintenant, en un claquement de doigts, et ça ne veut pas dire que d'ici 2 semaines, on va avoir des marchés qui seront beaucoup plus bas. Pas du tout. Peut-être que là, à court terme, on va avoir une continuation haussière. Je veux pas du tout avoir le même discours que certaines personnes qui sont là en train de dire « Oh là là, il y a une récession qui arrive, on a un contexte qui est ultra défavorable, les marchés vont chuter, c'est la cata, on est proche du crack, etc. » Oui, ça c'est vrai, on est proche du crack, oui, ça c'est sûr. Mais ça ne veut pas dire que dans l'immédiat, les marchés vont chuter. On le voit bien, on est dans un contexte qui est défavorable depuis plusieurs mois, et au final, on a des marchés qui ont fait des performances très intéressantes. Donc, il n'y a pas une réaction, il y a un temps de latence en fait entre les deux. Il n'y a pas une réaction immédiate. Parce que sinon, ça serait totalement différent. Alors, c'est vrai que ce temps de latence, il pose problème. Il pose problème parce que du coup, on a une divergence totale, une décorrélation totale entre la réalité des choses et entre la réalité des marchés. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe très régulièrement en temps de crise et dans des situations telles qu'on a aujourd'hui. C'est des grosses différences comme ça entre la réalité du marché, la réalité des gens au quotidien, la réalité tout court, et ce qui se passe sur les marchés. Il y a des trop grosses différences. Ok, donc ça c'est important de le noter. Donc voilà pour les indices américains, pourquoi on est quand même sur du swing, sur des positions plutôt en short. Et c'est la même chose du côté des marchés européens. Alors eux, qui, on le disait tout à l'heure, l'Europe a un train de retard sur les États-Unis, mais par contre, au côté des indices, on a pris un temps d'avance. Le CAC, lui, il est sur du retracement depuis déjà la mi-avril. Il a déjà entamé une vague baissière, donc c'est sur laquelle d'ailleurs on s'est positionné chez Blockchain Capital. Et c'est la même chose sur le DAX. Alors le DAX a été un petit peu plus récent. Mais de la même manière, le DAX a déjà entamé une figure de retournement. Alors attention, puisque là sur le DAX, à court terme, on est sur un niveau de support qui peut être intéressant et qui pourrait nous permettre de repartir. Donc c'est pour ça que cette semaine va être très importante et qu'il va falloir rester très attentif sur les différentes statistiques économiques qu'on va avoir, notamment du côté allemand vendredi, avec le taux de chômage qui pourrait un petit peu donner le ton pour la suite. Mais voilà la situation sur les indices, voilà un petit peu la situation aux États-Unis et en Europe. Vous comprenez déjà un petit peu mieux maintenant où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui va pouvoir potentiellement se passer par la suite. Je précise que toute cette documentation que je vous ai présentée aujourd'hui, vous pouvez la retrouver dans le serveur Discord. D'accord. Tous ces graphes avec des explications, je vous les ai mises dans le serveur Discord. Donc si jamais là dans la vidéo je suis allé un petit peu trop vite, ça n'a pas été suffisamment clair pour vous, eh bien vous pouvez retrouver des informations détaillées dans le serveur Discord. Donc je vous invite
très sérieusement à aller le rejoindre. Vous avez le lien dans la description. Et nous, désormais, on va pouvoir passer dans une deuxième partie de cette vidéo aujourd'hui, dans laquelle on va s'attarder du coup un petit peu plus au marché, aux différents marchés, mais cette fois-ci à court terme, donc marché crypto, marché forex, etc., etc. Voilà, en tout cas, j'espère que cette première partie de vidéo vous a plu, que ces explications ont été claires pour vous. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, à me dire s'il y a des choses aussi que vous n'avez pas compris, ou même venir directement poser vos questions dans le serveur Discord. C'est tout à fait possible aussi, et bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner. Bref, on va pouvoir désormais passer du côté des marchés crypto, du marché crypto. Donc un marché plutôt baissier sur ce milieu de semaine avec un Bitcoin qui revient travailler sur le support des 30 200 $. Du côté de l'indice Fear and Greed, un indice à 62 aujourd'hui. Voilà, on reste dans un niveau de confiance similaire au dernier jour. Et du côté des ratios long short, eh bien, on est toujours dans cette indécision notable sur le marché avec quasiment un équilibre parfait entre les longues et les shorts actuellement sur le marché. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe sur Bitcoin? Eh bien, on est dans un espèce de range. Alors, je vais juste attendre que ça s'affiche. Voilà. Donc on est dans un espèce de range qui n'est même pas vraiment un range, c'est une zone de stabilisation à court terme qui est un petit peu particulière avec beaucoup de pièges, avec beaucoup de manipulations, avec beaucoup d'absorption de liquidité des deux côtés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a enfin réussi à regagner un trade sur Bitcoin. Là, on a eu une semaine très compliquée avec beaucoup de positions sur Bitcoin qui n'ont pas fonctionné. Là, c'est bon, celui-là est validé, on l'a d'ores et déjà sécurisé avec une prise de profit partielle et un SL à break-even. Donc ça, c'est une position qui vous a été partagée bien évidemment dans le serveur Discord. Donc sur Bitcoin, on est toujours dans la même situation. Indécision notable, pas de confirmation de continuation haussière nette, pas de confirmation de retournement baissier net. Donc on est en attente un petit peu, on est un petit peu en stand-by. Moi je considère que c'est une zone de no man's trade. Alors c'est pas un no man's land mais c'est un no man's trade, donc c'est à dire que c'est une zone où en fait il faudrait quasiment pas trader, ou alors vraiment privilégier des positions vraiment à très très court terme comme on l'a fait ici, mais éviter de s'exposer plus que 24 heures en fait, parce que c'est très compliqué d'avoir un plan, un scénario sur plus de 24 heures actuellement sur Bitcoin. En tout cas, dans le département trading chez Blockchain Capital, on est très prudent vis-à-vis de ça et on fait très très attention à ce qui se passe actuellement. En plus de ça, on a toujours des volumes qui sont relativement assez faibles, d'accord. Ça, c'est vraiment observable très très facilement. Dès qu'on a une petite poussée, on a un peu de volume sur du court terme, sur 15-30 minutes, 1 heure tout au plus, et puis ça s'estompe très rapidement. On perd très rapidement en intensité, et ça, on l'observe aussi très facilement du côté de l'open interest, en fait. On a très peu d'intensité dans le marché depuis le pic de la semaine dernière. D'ailleurs, en parlant de ce pic de la semaine dernière, on observe aussi le fait que on a des spots qui vendent, qui ont pris beaucoup de profit depuis la semaine dernière, et c'est peut-être aussi ça qui nous empêche d'aller plus haut pour le moment. En tout cas, voilà, je vais vraiment attendre la fin de cette semaine. Je vous rappelle qu'on a beaucoup de catalyseurs macroéconomiques cette semaine. Je vous le rappelle qu'on a toujours cette liquidité à venir chercher vers le bas. Je vous rappelle qu'on a plusieurs milliards de dollars de contrats d'expiration qui vont arriver vendredi sur Bitcoin. Je rappelle qu'on va aussi avoir notre clôture mensuelle sur Bitcoin vendredi. Donc il y a plein d'éléments là sur la fin de semaine qui me font dire que c'est trop tôt pour mettre en place un nouveau scénario, un nouveau plan concret. Donc là pour le moment, on fait un petit peu au jour le jour, on navigue un petit peu à vue en privilégiant des positions à court terme, et à partir de ce week-end, début de semaine prochaine, on pourra vraiment remettre en place un plan, un scénario beaucoup plus précis, beaucoup plus détaillé sur la suite de Bitcoin. Donc voilà ce que je pouvais dire là-dessus. Du côté d'Ethereum, on a réalisé aussi une très belle performance hier avec un très joli long, d'accord, qui a été pris ici. Ok, donc une position qui a été relativement rapide. On aurait pu s'attendre à venir chercher la poche de liquidité vers les 1930 $, mais on s'est arrêté sur la première buy side en direction des 1909 $. Et là, attention, il y a un breakout baissier qui est en train de se valider sur le cours de l'Ethereum. Donc attention, puisqu'on pourrait du coup engranger une continuation baissière plus importante en direction des 1700 points, voire même plus bas. Voilà, ensuite, du côté du marché des altcoins, il y a plein de setup et de configurations aussi très intéressantes. Pour venir voir ça, je vous invite à rejoindre le serveur Discord. C'est là-bas qu'on vous partage toutes nos analyses, nos prises de position, nos biais, nos scénarios. Donc je vous invite à venir voir ça. Mais un marché altcoin qui est plutôt intéressant, malgré une dominance du Bitcoin qui est relativement forte, et ben on se retrouve quand même avec des setups plutôt intéressants sur les alts. Voilà, du côté du marché Forex, désormais, eh bien, on est toujours en short sur EURUSD. On surveille un potentiel retest à nouveau de la structure sur laquelle on s'est positionné qui pourrait nous permettre de renforcer à nouveau notre position. Sinon, du côté des autres paires Forex, pour le moment, pas de nouvelles prises de position. Encore une fois, si vous voulez en savoir plus, je vous invite
à rejoindre le serveur Discord, mais pour le moment on est plutôt en observation, notamment au vu des différentes news et des différents catalyseurs macroéconomiques. Je vous rappelle que cet après-midi, ça sera notamment le discours de Powell qui sera important à surveiller, mais ça j'y viendrai un petit peu après. Ensuite, du côté de l'or, eh ben, on est toujours en continuation baissière avec une position qui se passe très très bien, qui avait été prise vendredi dernier. Voilà, l'or qui est toujours sous pression vis-à-vis la nouvelle hausse des taux d'intérêt directeurs qu'on devrait avoir au mois de juillet. En plus de ça, voilà, on a quand même pas mal de données macroéconomiques qui font que l'or est en grosse difficulté. D'ailleurs, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. D'ailleurs, j'ai un petit truc intéressant à vous faire parvenir ce matin à propos de l'or. C'est assez notable, c'est assez intéressant de voir qu'aujourd'hui, Bitcoin, il a rendu quasiment obsolète l'utilisation de l'or. Je parle en tant que monnaie d'échange. L'or, en fait, il est quasiment considéré aujourd'hui comme un actif non viable en termes d'investissement. L'or, il parvient plus à protéger contre l'inflation, en tout cas plus suffisamment, en fait. Et pourquoi, en fait, on en est à ce point-là? C'est qu'aujourd'hui, le prix de l'or, il n'a pas suffisamment suivi le rythme de croissance de la masse monétaire américaine depuis le Covid. Alors que le Bitcoin, là, était capable de le faire. Lorsqu'on a vu que le Bitcoin, la valeur de Bitcoin avait chuté de 71% au début de l'année 2020, après, on a eu une relance. Okay, et ça a suivi le rythme de croissance de la masse monétaire américaine. Mais l'or, lui, n'a pas été capable de le faire. Okay, donc, on a un or qui est aujourd'hui de moins en moins intéressant en termes de protection contre l'inflation et un Bitcoin qui l'est de plus en plus. C'est pour ça qu'actuellement, on pourrait se poser la question si cette chute de l'or et ces belles performances de Bitcoin ne sont pas représentatives de cette situation. Ok, la même chose, si vous voulez retrouver ce graphique-là, je vous l'ai mis dans le serveur Discord avec un petit texte d'explication pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe et pourquoi on en est là actuellement. Ok ? Donc l'or, on est toujours en continuation baissière avec objectif venir chercher les 1870 points et pourquoi pas même les 1820 points par la suite. Du côté de l'US Oil, vous le savez, une demande du pétrole américain en baisse. D'ailleurs, on aura les résultats cet après-midi à 16h30 des stocks de pétrole aux États-Unis. Clairement, je m'attends à une récession, vous le savez, du côté du pétrole américain avec un retour en direction des 52 $. Ça, je vous l'ai déjà dit des précédents jours. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire là-dessus. Et du côté des marchés des indices, eh ben, on en a déjà parlé en début de vidéo. Donc vous savez ce qu'on pense dessus et où est-ce qu'on en est actuellement. Voilà les amis, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était une vidéo un petit peu différente de d'habitude, un petit peu plus compliquée avec des notions et des données macroéconomiques fondamentales qu'on n'aborde pas forcément tout le temps. J'espère que j'ai été relativement clair, j'ai essayé en tout cas d'être le plus possible, même si je suis allé un petit peu vite. Encore une fois, tout ce qu'on a vu aujourd'hui dans le serveur Discord, dans la vidéo, que ce soit sur les données des cryptos, que ce soit sur les données américaines ou européennes, tout ça, je vous l'ai mis dans le serveur Discord avec les graphes, des petites explications pour que vous puissiez retourner là-dessus et comprendre les tenants et les aboutissants. Voilà, en tout cas pour moi cette vidéo était importante à faire, ça permet je pense d'éclaircir un petit peu la vision et la compréhension de ce qui se passe actuellement. Dites-moi du coup dans les commentaires vraiment si cette vidéo, ce genre de vidéo vous a plu. Dites-moi si vous voulez qu'on en fasse plus régulièrement et que je rentre un petit peu plus en profondeur dans certaines de ces notions. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur la chaîne YouTube, à venir voir nos différentes vidéos et je vous invite bien évidemment encore une fois à rejoindre le serveur Discord. Merci beaucoup de m'avoir regardé et de m'avoir écouté les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. C'était Alex pour Blockchain Capital.